Ah mais oui, c'est le 50e anniversaire de la Royal Oak, l'icône d'Audemars Piguet. Alors je ne vais pas vous présenter les nouveautés de l'année uniquement dans la boutique de la rue Royale. Je pense que le mieux, c'est de vous emmener directement chez Audemars Piguet. Capitaine Kirk à l'inter. Téléportation. Bonjour les toqués du Tic Tac. Alors voilà, on y est. On est au musée Audemars Piguet. Enfin, je dis musée Audemars Piguet, mais en fait, on est au Pays des Merveilles. Pourquoi ? Parce que d'abord, on est accueilli par un lapin avec une montre, et puis il y a Dave, pas le chanteur, Dave le guide, qui nous attend. Alors là, il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'il y a un arbre généalogique. Et là, Dave, je pense qu'il va m'expliquer de quoi il s'agit. Salut Dave. Salut Franck. Voilà, je vous présente notre arbre généalogique. Et bon, comme tu le sais, Audemars Piguet appartient toujours aux deux familles fondatrices de la marque. Et ces deux familles, elles sont représentées ici, dans cet arbre généalogique qui représente un peu toutes les familles de la vallée de Joux. Celle qui nous intéresse particulièrement, c'est la famille Piguet, qui est une très ancienne famille, qui remonte au XIIIe siècle, dont nous avons aujourd'hui le digne héritier Olivier Audemars. Ah oui, d'accord. Elle est où, Yasmine ? Yasmine, elle est là. Ah oui, d'accord. Voilà. On est vraiment dans de la héraldique, là. Il y a les écussons, les mariages, les armoiries qui se mélangent. Puis derrière, je suppose qu'il y a les Lecoultre et puis les mélans, capes, les etc. mélans, tous les noms locaux. Donc là, on est vraiment au cœur du savoir-faire et des familles horlogères. Donc vraiment, dans ce musée, venez, il se passe des choses incroyables. Et d'ailleurs, on va aller... on te suit. Allez, je ne sais pas où on va. On y va. Alors suivez-moi. Incroyable. Alors voilà, on va s'intéresser un petit peu avant de s'intéresser à la Royal Oak, comment marche une montre. Ici, on a demandé à un automatier de nous faire un mécanisme poétique. C'est François Junot, un des derniers automatiers en Suisse, qui nous a fait quelque chose d'assez poétique. Je te propose de remonter la manivelle ici. Peut-être qu'en remontant la manivelle, je vais remonter le temps. Combien de fois pour la remonter ? Jusqu'au bout, voilà. Cette énergie, elle va être délivrée en appuyant sur le bouton ici. Allez, j'appuie. Voilà. Et Jack, ici, va partir en promenade. Ah, c'est magique. Il traverse la forêt du Rizou, la forêt qui est juste derrière nous. C'est magique. Et il va s'adonner à un sport local ici qui est la cueillette de champignons. Alors quand on connaît un coin à champignons, on essaye de ne pas le délivrer facilement aux autres. Donc on marche longtemps, on s'assure qu'on n'est pas suivi, on marche même la nuit, la lune se lève. Et finalement, il va trouver ces champignons. Oh. Donc oui. Il est content. On est vraiment dans l'automate là. Quand on est content, on fait quoi ? On siffle. On siffle. On est content. Alors là, pour les francophones, on entend bien la chanson nous laisse supposer que les champignons ne sont pas très comestibles. C'est génial. Tout simplement, on enlève Jack, on met des aiguilles, on met des graduations. Ici, on a une montre. Et l'énergie, comment elle se donne alors ? L'énergie, c'est ce que tu as donné tout à l'heure. Comme quand on remonte Exactement. avec la couronne de remontoir. Bien sûr, sur une montre, c'est pas très pratique d'avoir un poids qui pendouille comme ça et qu'on remonte, donc on peut pas. Donc, on met un ressort. C'est jamais bien quand ça pendouille. Ici, du coup, on remplace ce poids par un ressort de barillet. Donc, c'est comme une feuille de papier qu'on va rouler. Et cette feuille de papier, quand on veut la lâcher, elle va se dérouler en fait. Là, tu peux essayer. On va tendre le ressort, voilà. Et tu vois, tout de suite, stop. Ah oui. Le mécanisme, il s'engraine. Donc, avec une démultiplication d'énergie, et toute l'énergie que tu mets dans ce ressort, elle s'échappe par ici, la roue d'échappement. Donc, il va falloir trouver un moyen de réguler cette roue. Et c'est ça qu'on va faire en couplant ici ce système d'échappement qu'on appelle un échappement à encre suisse. Sur la roue d'échappement, on connecte notre encre qui va faire le tic-tac de la montre et qui est couplé avec ce balancier pour donner un rythme. D'accord. Donc maintenant, on va donner de l'énergie. Tu peux remonter le système. Voilà, on va donner une petite impulsion et notre système, il est lancé. On a une régulation qui se fait. L'énergie ne s'échappe plus comme tout à l'heure. Elle est réglée. Maintenant, il faut la régler juste. Si c'est trop vite ou trop lent, on va venir agir sur ce balancier en réglant ces petites maslottes ici. On va les rentrer ou les sortir. C'est le principe du patineur ou de la patineuse artistique. Les bras près du corps, ça tourne vite. Les bras le long du corps, on tourne lentement. Voilà la base. C'est génial. Mais alors, si je comprends bien, c'est celui-là qu'on met dans une cage pour le faire tourner dans le tourbillon. Exactement. Une fois qu'on a la base, on peut aller plus compliqué. Et pour empêcher les perturbations liées au fait de l'attraction terrestre dans les montres de poche. Oui, quand la montre était en position verticale. Voilà. Un Breguet, il avait inventé le tourbillon. On va aller en voir un.
Ici, il est légèrement différent. Au lieu d'avoir des maslots qu'on rentre et qu'on sort, on a des vis qu'on rentre ou qu'on sort pour équilibrer et régler le balancier. Mais le système est le même, sauf que là, en plus, on voit, on a cette cage ici qui prend cet organe réglant que je considère être le cœur de la montre et qui va le faire tourner sur lui-même. Donc ça veut dire que quand on a sa montre dans la poche, toujours dans le même sens, on va brasser naturellement ces positions du cœur pour avoir une moyenne et donc plus de régularité. Donc une meilleure chronométrie. C'est dommage que je n'ai pas eu ça quand je vous ai fait l'émission sur le tourbillon. C'est une émission avec des montres fabuleuses et où j'explique le tourbillon, mais beaucoup moins bien que Dave, qui là quand même est aidé par la maquette. Stéphane va nous faire un gros plan. Bon, alors maintenant qu'on a vu la maquette du tourbillon, on va aller commencer à voir quelques montres, mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quand même le double balancier. Attends, là on est quand même sur une icône d'Audemars Piguet. Alors en effet, complication un peu plus récente, le double balancier reprend le même principe de l'échappement à encre suisse, sauf qu'au lieu de mettre un seul balancier spirale, on en met deux. C'est comme sur des roues d'une voiture. Quand il n'y en a qu'une, elle tourne moins bien que quand il y en a deux. Exactement. C'est exactement ça. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est la fameuse émission que j'ai faite où je raconte l'histoire de cette montre qu'avaient les horlogers au poignet, qui se baladaient dans la manufacture. Et là, il y a François-Henri Benamias, le CEO, qui dit « Mais c'est quoi cette montre-là? Vous n'avez pas vu cette émission? Vous avez toute l'anecdote, je vous mets l'affiche. » Bon, alors maintenant, on va aller au musée. Je ne vais pas vous faire visiter le musée, parce que ce musée-là, il faut venir. Hein, je rappelle qu'il est ouvert au public, sur rendez-vous, mais vous avez tout à fait la possibilité de venir le voir. Bon, là, vous avez Marc Sensé. Oui, parce que Marc, ça s'écrit M-A-R-K. Donc, je l'appelle Marc Sensé. C'est un peu comme un frère. Bon, allez, viens, Dave, on laisse Marc, on va aller faire la visite du musée. Là, on est au cœur du musée. On est dans le Spirou, quelque part. C'est un musée qui est en spirale, vraiment magnifique, une architecture. Qui est l'architecte? Big, Pierre Kingels. Magnifique architecte. Et là, vous avez le musée, et vous avez même les horlogers avec leurs ateliers qui travaillent juste autour du musée. Et puis là, on a choisi 3-4 box très spécifiques. C'est quand même l'émission du 50e anniversaire de la Royal Oak. Donc on y va. Dave, on te suit. Après avoir vu un peu de mécanique, on va s'intéresser vraiment aux montres. Et là, on est dans la période justement où va naître la Royal Oak. On est dans les années 60, c'est un nouvel âge d'or du design. On va reprendre la forme des montres en introduisant des nouvelles formes, comme la forme ovale ici. On va travailler des nouvelles matières. On va voir qu'on porte la montre aussi de manière différente, comme cette montre de sac à main. Les matières, on a le lapis lazuli, on va sertir les aiguilles, on fait plein de choses innovantes. Cette imagination débordante, cette créativité débordante, c'est ça qui va faire naître la Royal Oak? Exactement. Dans ce contexte-là, la Royal Oak en 1972 va naître. Alors là, on a la Royal Oak dessinée par Gerald Genta. Exactement. Et là, on a une version plus petite qui a été faite par qui? Jacqueline Dimier, en fait, elle a redimensionner ce design, la taille du calibre, la taille des vis qu'on ne pouvait pas réduire à l'infini. Oui, parce que là, tu as la miniaturisation dans la Royal Oak avec des contraintes techniques importantes. Exactement. Alors cette Royal Oak féminine, elle arrive qu'en 1972. Le modèle Royal Oak de 39 mm qu'on surnomme le Jumbo, va rester la référence des Royal Oak pendant 4 ans, avec son calibre extra plat automatique et avec bien sûr son design iconoclaste pour l'époque, parce que ça choque les mentalités. Les vis sont apparentes. Elle est en acier. Elle est en acier, évidemment. Elle est très chère parce qu'en euros constants, c'est une montre qui vaudrait aujourd'hui 10 000 €. Donc pour l'époque, c'était incroyable. Pour une montre en acier, de valoir ce prix-là. Ça pouvait représenter jusqu'à 3 salaires à l'époque. C'était énorme. D'ailleurs, pas de succès au départ. Alors ça, j'ai vu dans tes vidéos, tu en parles, mais c'est la légende. On a fouillé dans les archives et en fait, on a trouvé que non. En fait, 1000 exemplaires. 1000 exemplaires. Alors il faut se remettre aussi dans le contexte. Toutes les vitrines avant qu'on voit, on n'a jamais produit une montre en 1000 exemplaires. Georges Gollet, le CEO de l'époque, prend ce pari-là. Il produit 1000 exemplaires dès le départ. 400 pour la Suisse, 400 pour l'Italie et 200 pour le reste du monde. Et dès la première année, on en vend déjà la moitié. Donc le succès mitigé, c'était pour l'Italie. Pas pour le reste du monde. Et c'est Agnelli qui a fait booster en Italie l'histoire de la Royal Oak. Ce qui a véritablement fait marcher la Royal Oak en Italie, c'est quand on a réduit sa taille et quand on a réintégré les matériaux traditionnels comme l'or. Ce qui est intéressant de savoir, parce que quand même l'histoire de la Royal Oak, c'est une histoire fabuleuse, c'est que Gerald Genta l'a dessinée en une nuit. Ça veut dire que M. Gollet lui a dit « J'ai besoin d'une montre pour demain matin pour présenter à la foire de Bâle à des clients italiens qui voulaient quelque chose
qui changeait de l'ordinaire et qui était en acier. Et il a dessiné la Royal Oak en une nuit, sans ordinateur. Donc autant vous dire que le dessin, il l'a fait à la main, un seul jet, une icône. Un coup de génie. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Allons maintenant à une autre vitrine. Laquelle tu nous mets? Alors, on peut continuer tout simplement avec la célébration de la Royal Oak en 1993 ou 93 comme on dit ici. Ah bah là oui, évidemment, la Royal Oak Offshore. Exactement, on la célèbre en 1993-93. Là ici c'est Emmanuel Gate, le designer, qui va la rendre encore plus sportive. Il faut voir que la montre qu'on a vue précédemment, elle était iconoclaste, mais c'est devenu une icône. Et dans les années 90, on va recréer quelque chose qui reprend l'esprit de la Royal Oak d'origine, qui était surdimensionnée. Donc là, on l'agrandit, 42 mm de diamètre. Et comme c'est une montre sportive, là, cette fois-ci, on va intégrer d'office un chronographe. Montre Royal Oak Offshore que l'on voit à l'époque au poignet de stars hollywoodiennes, comme Arnold Schwarzenegger. Et d'ailleurs, si vous allez voir l'émission qu'on a fait sur la Black Panther avec François-Henri Benamias, il vous racontera l'anecdote où il l'achète par la fenêtre. Dans cette vidéo, tu parles justement de la collaboration avec Arnold Schwarzenegger et la T3. Oui. Et François te reprend en disant non, la première c'est celle-là. François me reprend Ouais. dans une vidéo? C'est pas possible. Allez voir cette vidéo, il me chambre tout le long. Hein. C'est la première Royal Oak aussi à être produite en série limitée. Sublime. La suite, on célèbre la Royal Oak. Allez, Donc, on y va. continuons avec une troisième collection de Royal Oak. Ah là, c'est pas une collection, c'est un concept. Là, on est dans le délire créatif d'Audemars Piguet sur toutes les pièces concept. Lunettes en titane, bracelet en Kevlar, on voit qu'on repousse les limites. La Royal Oak, la première de 72 en acier, avait ouvert le chapitre. Là, on va encore plus loin, tout en faisant tout ça à la main. On reprend ces traditions des complications en allant toujours plus loin. Ici, le tourbillon, par exemple, il est sur amortisseur. Est-ce que c'est celle-ci qui avait une réserve de marche linéaire en hauteur? Exactement, on voit ici à droite. Et aussi un réserve de marche qu'on appelle aussi dynamographe qui donne l'indication du couple et pas seulement de la réserve de marche. Il faut rappeler que, évidemment, Audemars Piguet, c'est une manufacture de haute horlogerie. C'est pour ça que toutes les pièces sont toujours finies à la main, assemblées à la main, et dans les règles de l'art de la haute horlogerie. Formidable. Je crois avoir vu tout à l'heure des cubes, et j'ai demandé, j'ai dit, mais il y a quoi dans les cubes? On dit, tu ne le sauras pas, c'est des Royal Oak, mais tu attendras tout à l'heure. On conclut la visite du musée On y va? en beauté. Allez, on y va. Ah, voilà les fameux cubes noirs. En effet, alors tout à l'heure tu me parlais du pays des merveilles. Et bien là, on est là. Ah, ce sont des téléviseurs en fait qui montrent une animation. 93 Royal Oak Offshore. Ah, ça reprend les dates. On a les 3 générations de Royal Oak. La Royal Oak Concept en 2002. Ah, et ça s'ouvre. Ah, voilà. Waouh. Ah, mais il y en a dans toutes les vitrines. Mais c'est sublime. C'est un peu le bouquet final. Ah oui, c'est un sacré bouquet final. Il y a eu à peu près 500 Royal Oak de fabriqués, 550 modèles, 550 modèles. juste de Royal Oak. Et là- sans compter les offshore, sans compter les concepts. Là, c'est les premières masculines avec les déclinaisons de matière, les rééditions, les pièces anniversaires. De l'autre côté, les modèles féminins, les modèles compliqués. Donc là, les gens se baladent et voient toute la collection de Royal Oak. Exactement. Bon, tu vas pas t'en tirer comme ça, donc tu as deux solutions. Soit maintenant, on voit des montres, soit tu chantes. Je pense qu'on va monter voir quelques montres alors. Je m'en doutais parce qu'il n'a pas la coiffure de Dave le chanteur. Allez, venez. Bon alors, t'avais dit qu'on verrait des montres. Bon, on a failli attendre. Alors ici, on a une série C, troisième série des premières Royal Oak de 1972. Je l'ai associé avec cet album photo où tout à l'heure on parlait de Georges Gollet. Il a créé cette montre avec bien sûr Gérald Janta, mais aussi tous ses partenaires de la SSIH, à pas confondre avec SIHH. La SSIH qui a été un groupe finalement auquel s'est associé Audemars Piguet. Du coup, avec ses partenaires de la SSIH, on a ici un des plus charismatiques, c'est le responsable du marché italien. C'est Carlo De Marchi. Il y avait aussi Charles Botti, le responsable du marché suisse, qu'on voit ici sur la photo, et puis aussi le responsable du marché français. Alors c'est grâce à eux qu'est née la Royal Oak. C'est ça. Ils ont challengé Georges Gollet, qui est ensuite allé chercher Gérald Janta, et ça a donné ça. Voilà, le fameux dessin, Ah, il le est là fameux aussi. dessin.
qui a été vendu aux enchères il n'y a pas très longtemps. Exactement. Et qui a juste fait une fortune et demie. Si tu reviens la prochaine fois, ben, tu pourras le voir dans le musée. Ah, c'est vous qui l'avez acheté, d'accord. Bah, vous ne pouviez pas le laisser passer. Non, c'était une pièce importante pièce pour nos importante. archives, avec bien sûr son AP à 6 heures, son suisse tout en bas, on a les vis tout alignées tout autour, la lunette octogonale, etc. Et pas de AP sur la couronne. Et une extrême finesse, puisque calibre extra plat de l'époque. Exactement. Quand on regarde sur la tranche, eh bien, on voit l'épaisseur de la carrure, c'est l'épaisseur du mouvement. Puis après, on rajoute un fond et une lunette. Et là, quand on a tout ça ensemble, ça peut faire gros. Comme Janta a fait des angles, ça donne cet effet de finesse qu'on n'a pas sur d'autres montres en fait. Mais il n'y a pas de fond. Alors il n'y a pas de fond, bonne remarque. Ah, Je t'ai vu sur une de tes vidéos où tu disais une boîte c'est 3 parties. C'est le fond, la carrure et la lunette. Ben ici, tu as le fond et la carrure qui sont ensemble. C'est ce qu'on appelle un boîtier monocoque. et ce fameux boîtier monocoque assure encore une meilleure étanchéité. Exactement. Donc le seul problème d'étanchéité qui risque d'y avoir, c'est au moment où on met la lunette dessus. On utilise un joint surdimensionné qui va même être visible une fois qu'on a mis la lunette par-dessus. C'était une des volontés du designer aussi, de Gérald Janta, de rendre ce joint visible tout autour pour annoncer que la montre elle était étanche. Visible mais discret par rapport à un joint de Royal Oak Offshore. La lunette qui vient se glisser sur, on va dire, la carrure monobloc avec le joint, et après les vis viennent fixer ce hublot comme se fixaient les hublots des plongeurs qu'on appelait les godasses de plomb, qui enfonçaient leur casque de cuivre et qui verrouillaient le hublot qui leur permettait de voir d'ailleurs sur tous les côtés. Pendant des années, on a cru que c'était un sabord d'un bateau qui s'appelait le Royal Oak. Et son bracelet en maillon en chute, qui sont très difficiles à copier à l'époque d'ailleurs, et qui est toujours assemblé à la main, je pense. Alors en effet, le bracelet est extrêmement complexe pour l'époque. Mais une souplesse vraiment incroyable qui est donnée par tous ces petits maillons intermédiaires. Une souplesse non seulement, et aussi cet effet brillant. de lumière en fait, Oui. sur lesquels on va jouer avec C'est des polysatinés, hein. ces finitions, tout à fait. Alors les jeux de lumière, on les retrouve aussi sur la montre en elle-même. Faut pas oublier que Gérald Janta, c'était un joaillier. Il a intrinsèquement introduit dans cette montre finalement une dimension féminine, puisqu'on va avoir la lunette et ces angles ici qui sont comme les facettes d'un diamant en fait. Ouais, d'ailleurs, c'était pas simple de réduire le calibre d'ailleurs à l'époque. Hein. Voyez, ça, c'est la vis qui va venir fixer la lunette à la couronne. Tu peux nous montrer comment ça marche? En fait, elles sont hexagonales. Donc en fait, l'astuce, c'est d'aller par derrière et de mettre un écrou en fait. d'accord. Donc c'est vraiment l'écrou qui va venir visser, se prendre dans le pas de vis de la vis et serrer l'ensemble. Et donc on a un système de boulons en fait qu'on visse par derrière. Et ce qui permet de pouvoir mettre l'axe comme on veut autour de la lunette pour que ça soit harmonieux et que ça fasse le tour. Exactement. Sublimissime. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette Royal Oak, à part que, quand même, il faut savoir que le nom Royal Oak, c'était un navire, un cuirassé, et donc le cuirassé était bardé d'acier, donc ça peut être aussi une petite anecdote qui va avec. Maintenant, allons sur la montre féminine. Alors la montre féminine, voilà, ça c'est le premier modèle, mais un peu plus tardif, puisque en 1977, on va introduire d'autres matières que l'acier. De l'or jaune par exemple, et en plus sur celle-ci, on a fait un sertissage. C'est assez rare, il y a très peu de pièces comme ça qui ont été commercialisées. En fait, ils ont serti la partie polie. Exactement. Donc la partie polie qui donne la brillance, ils l'ont serti pour avoir encore plus de brillance. J'avais jamais vu ça. Eh ben, certains marchés, comme les Italiens par exemple, n'ont pas Adhéré tout de suite au concept. Voilà. Donc il a fallu les convaincre en réduisant un petit peu la taille et puis aussi en réintroduisant les matières traditionnelles qu'on avait l'habitude de voir sur les montres. Ils ont décidé d'agrandir la collection à partir de 1977, on a la Royal Oak féminine. À partir de 1978, on a aussi les matières qui viennent. La tapisserie, on l'appelait la T21 au niveau du motif. Ce motif, c'est des pyramides tronquées en fait, donc ça fait des petits carrés. Et entre les carrés, il y a une multitude de petits trous en fait qui dessinent des petits losanges. Cet or jaune, il a l'air patiné ou il était comme ça déjà d'origine? 100% or jaune, j'ai envie de te dire, ou 100% jaune, sauf un élément, tu le vois? Non. Les vis. En or blanc? En or blanc, voilà. Et pourquoi on met de l'or blanc et pas de l'acier? On l'a fait sur les premières Royal À Oak. cause de l'oxydation, je pense. À cause de l'oxydation. Évidemment. Alors continuons, on va prendre laquelle? Eh ben, on va prendre celle-ci. Une complication cette fois-ci. C'est la première fois qu'on voit une Royal Oak compliquée là dans nos sélections. La première complication qui va arriver sur un design de Royal Oak, c'est le Day Date en 1983. Et celle-ci, elle arrive en 1984, c'est le calendrier perpétuel.
Un QP avec face de lune. Cette version-là, elle date de 1995. Si tu regardes au dos, on a un fond saphir. Un fond saphir, magnifique. Voilà. Et tu vois la masse est ajourée, gravée et ajourée. Elle est avec le petit chiffre 120. En fait, c'est la pièce anniversaire des 120 ans. 120 ans. En 120 exemplaires. Sur la collection Royal Oak de l'année, qui est le 50e anniversaire de la Royal Oak, la masse oscillante est gravée de 50 ans. Alors la particularité de ce calendrier, c'est comme les calendriers perpétuels traditionnels des montres de poche, qui étaient une des grandes spécialités d'Audemars Piguet. Mais là, on a ajouté une indication, tu vois, tout autour du cadran, ce n'est pas les secondes, mais ce sont les semaines, de 1 à 52. Formidable. Si on parle des complications, on a une autre complication ici. On est sur un or rose là, hein. Évidemment, là, monsieur envoie du lourd. On retrouve le cadran avec la petite tapisserie et puis on va avoir une particularité aussi au dos. Alors, on a cette magnifique décoration Côte de Genève et ici en tout petit, on a une réserve de marche en fait au dos de la montre. La réserve de marche est à midi au dos, indicateur de réserve de marche. Et juste avec une platine qui est découpée sur le bas pour voir le tourbillon dans un sens et dans l'autre. Ça aussi, c'est encore une pièce anniversaire qui célèbre l'anniversaire de la Royal Oak. Là, ça vaut le coup de prendre un petit œilleton pour voir que ça n'est pas un tourbillon volant puisque la cage est fixée au cadran. La différence avec le tourbillon volant qui est fixé par son axe central. Ensuite, transition, alors on a vu notre double balancier aussi en bas, là il y en a une double balancier squelette. Sublime ici. Dans une version féminine, donc avec une taille réduite. J'adore le Frosted Gold, parce que je trouve que ça a un effet vraiment sublime et fabuleux. Inventé par une Italienne, je crois d'ailleurs. Alors c'est vraiment une technique du Moyen-Âge en fait, des bijoutiers italiens qui cabossaient la matière pour leur donner cette brillance. Cette Italienne Carolina Bucci, en effet, a repris ça. Et nous, on l'a encore développé en la miniaturisant pour avoir cet effet vraiment de brillance extrême. C'est simple, on est proche du certinège. T'es d'accord ? Ça ressemble beaucoup. Ouais. Ensuite... Et pour terminer, on a ici deux pièces qui reprennent les grands classiques de la Royal Oak de 1972, mais avec des petites variantes. Tu sens là quand tu la portes ? Oui, elle est vachement légère. Elle est légère. Hein. Donc elle est en titane avec une lunette en platine et des plots du bracelet en platine. On est sur deux gris, mais avec deux finitions différentes. Magnifique ce titane, et surtout qu'il est dans une teinte qui est assez inhabituelle parce qu'il est quand même très brillant et très léger, donc c'est surprenant. C'est un titane de grade 5. Grade 5. Alors là, on retrouve aussi toute l'expertise et tout le savoir-faire des artisans de Marpiguet avec les finitions. Toujours, quelle que soit la matière, en fait, on doit retrouver cette signature de Marpiguet qui sont le satiné, cette partie brossée notamment qu'on a sur la lunette, les traits tirés, on appelle ça. Et puis, sur les angles et sur certaines parties du bracelet aussi, on retrouve ce polymiroir, polir la surface jusqu'à ce que ça brille et que ça donne cet effet de miroir ou de facette de diamant. Ça s'appelle en trait tiré. Exactement. L'histoire ne dit pas si les horlogers de chez Audemars Piguet, quand ils passent la nuit en boîte de nuit, arrivent à la manufacture avec les traits tirés. C'est un mystère. Est-ce qu'il existe une Royal Oak avec un tourbillon volant ? Alors ça, tu le verras tout à l'heure avec Anne-Gaëlle. Eh bien, j'attends avec impatience Anne-Gaëlle, que j'essaierai de piéger comme toi, mais j'y arriverai pas. Continuons. Après le volet historique organisé de main de maître par Dave dans le musée, franchement on était au pays des merveilles, et ben voilà, il y a Alice qui est là. Enfin c'est pas Alice, c'est Anne-Gaëlle, qui n'a pas été chez le coiffeur, parce qu'elle nous a apporté une collection de montres qui décoiffe, donc elle s'est dit je vais juste me maquiller, c'est ça ? C'est ça. Ah franchement, donc en plus elle a de l'humour, donc je pense que ça va être très sympa comme présentation. Donc qu'est-ce que tu nous as apporté ? Moi j'en ai déjà plein les yeux, je dois vous avouer, ça fait déjà 5 minutes que je les regarde. On commence par l'icône, la Jumbo, 39 mm. Celle que tout le monde veut et qui est déjà quasi introuvable. Référence 16202 avec le cadran petite tapisserie bleu nuage 50. Ah, le fameux nuit nuage 50, avec la petite goutte qui tombe dans je sais plus quoi là. Exactement, le vernis qui tombe dans les bains galvaniques, petit vernis noir, et qui fait comme un petit nuage de lait dans une tasse de thé. On n'a rien modifié en termes d'esthétique, de design. L'esthétique, la taille, le bracelet, tout a été respecté. Tout a été respecté entièrement. Par contre, à 50 ans, on a voulu lui donner un nouveau cœur. À 50 ans, un nouveau cœur. Mais tu sais parler aux hommes, toi. Donc, formidable. Et donc, on a la fameuse masse oscillante qui est évidemment découpée du 50. Et le calibre décoré magnifiquement. Exactement. Le calibre 71-21 qui a maintenant une réserve de marche de 55 heures. Et puis une fréquence qui est augmentée à 4 Hz. D'accord, donc il est précis au 8e de seconde. C'est cela.
Ok, c'est cela même, oui. C'est cela même, oui. C'est cela même, oui, on a les mêmes références. Ah, voilà, alors là, en revanche, là, deux modèles, donc le même calibre, Même calibre, mais une déclinaison. tout à fait. Déclinaison de matière. Exactement. Nous avons ici la version en or rose avec un cadran gris fumé, petite tapisserie. Dégradé, et là nous avons un jaune, donc l'or jaune, avec un cadran dont le dégradé est un peu plus appuyé. Mais ce que tu peux voir, Franck, c'est qu'on a voulu faire écho à la matière et que chacune a la masse oscillante. La masse oscillante dans l'or dans laquelle elle est fabriquée. Donc une masse oscillante en or jaune, toujours évidemment découpée du 50 qui représente la collection du 50e anniversaire, et là en or rose. Voilà. Franchement, c'est très sympa. Si vous hésitez entre les deux, vous achetez les deux, c'est pas François qui me dira le contraire. Quoique déjà, pour en acheter une, va falloir se lever de bonne heure parce que ça, c'est des pièces très recherchées. Évidemment, sous vos yeux ébahis, émerveillés, nous avons une montre platine. Platine, pourquoi elle est platine? Parce qu'elle a le cadran vert soleillé. C'est la montre qui a gagné le Grand Prix de l'horlogerie de Genève l'année dernière. Alors, pas ce modèle-là, mais la version précédente avec le même cadran vert, effectivement. Et là, on a le calibre, le nouveau calibre dedans. Voilà, avec la masse anniversaire. La masse anniversaire et puis les nouvelles alternances et les nouvelles réserves de marche. Mais c'est vraiment sublime, quoi. Quand on la passe au poignet, franchement, regardez. En fait, vous prenez deux, puis vous faites comme ça, puis après vous devenez comme ça. On va passer maintenant aux complications. Et là, je suis attiré depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il y a le plateau qu'on doit présenter, puis j'ai mon œil qui part là-bas. Parce que là, écoutez, il y a une squelette. Alors, elle n'est pas fonctionnelle parce qu'elle arrive directement de la manufacture. C'est ça, quand on a le pot de tourner dans la manufacture, on a dit « Ah ouais, mais il y a une squelette ». Bah, j'ai allé la chercher. Et donc, ils sont allés la chercher. Donc, celle-là, elle n'est pas fonctionnelle. Elle n'est pas encore réglée par les maîtres horlogers. Donc, le tourbillon ne fonctionne pas. Mais alors, le squelettage, là, il faut que tu nous en dises plus parce que c'est sublime. Le squelettage, il est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment voulu apporter quelque chose de contemporain au squelettage. D'habitude, ok, on va squeletter les ponts sur le dessus. Puis nous, on a voulu en fait pousser les limites encore plus loin et on s'est dit, mais pourquoi ne pas essayer le squelettage horizontal? Ça donne un étagement où le regard vraiment plonge dans le calibre, et en plus avec cette petite animation du tourbillon qui vient animer l'ensemble. Et à l'arrière est aussi beau que l'avant. Avec des décorations, ici, comme on peut le voir, en trait tiré. Un des aspects intéressants du modèle, c'est que le calibre a été imaginé dès le départ pour être squeletté. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'un calibre existant sur lequel on a enlevé les parties superflues pour faire un squelette. Et c'est à mon avis pour ça aussi qu'il est sublime, parce qu'il a été imaginé pour. Alors, la base de celui-ci, c'est la même, sauf que celui-ci, il est squeletté. À la base est la même? Oui. Ah ben, je n'arrive pas à comprendre comment vous avez fait, tellement c'est beau. Ce qui est incroyable sur ce calibre, c'est que habituellement, les calibres squelettés qui sautent aux yeux sont ceux qui sont imaginés dès le départ pour être un calibre squelette, et donc il est fait pour être spectaculaire. Mais là, tu es parti du même calibre que celui-là, et c'est celui-là que vous avez squeletté. Donc vous avez réussi à faire ce tour de passe-passe, de prendre un calibre existant et de le squeletter. Mais c'est parce que vous l'avez squeletté dans les deux dimensions, c'est pour ça. Et alors ce tourbillon-là, c'est évidemment complication reine de l'horlogerie. Je suis presque plus attiré par la couleur de ce cadran-là que par celle du nuage de tout à l'heure. C'est le côté fumé qui te plaît? Ouais, je sais pas, il y a un truc là, c'est un bleu pétrole qui est sublime. Il y a un équilibre dans la pièce avec ce tourbillon au milieu. Je suis sûre que tu as remarqué que c'est un cadran grande tapisserie et non pas petite tapisserie. On a le logo de Marc Piguet qui est donc appliqué. Et très discret quand même. Très discret, mais il est appliqué. La première fois que nous l'avons fait procéder de cette manière, c'était sur les codes avec le cadran verni, code 1159. Et puis là, sur ce modèle-là, on a aussi décidé d'appliquer le logo de Marc Piguet de cette manière. Il faut savoir qu'il y a des tout petits pieds qu'on vient ajuster sur le cadran. Bon, cette collection 50e anniversaire, elle est sublime, mais il y a un truc que j'ai repéré depuis tout à l'heure, et tu vas pas t'en tirer comme ça, ma petite Anne-Guerre. Tu vas me l'enlever immédiatement. Bah, à quoi vous pensez là? J'ai pas le choix. La montre qu'elle a au poignet. T'as l'œil, hein? Oui, j'ai l'œil. Et j'ai surtout vu qu'il était beaucoup moins emprisonné dans la cage que l'autre. Mais oui, mais là, tu as entre les mains la RD3, Franck. C'est la taille d'une jumbo dans laquelle on a intégré une complication, le tourbillon volant. Ah oui, donc c'était conception complètement à l'envers de l'habitude. C'est ça, d'où le nom RD3. Donc en termes de boîte, on est sur 8,1 mm et dans un diamètre de 39. Et c'était aussi important pour le département recherche et développement de conserver la dimension d'un tourbillon
qui s'intègre dans une boîte 41 mm, de conserver la même dimension dans une boîte 39. Mais là où ils ont fait fort, c'est qu'il y a une illusion d'optique, on a l'impression que le tourbillon est plus petit. Pourtant, ce n'est pas le cas et il s'intègre parfaitement à la boîte. Ils ont fait, pour le 50e anniversaire, des choses absolument sublimes. Merci pour cette présentation de nouveautés. Mais je t'en prie. On a eu l'historique, on a eu la collection 50e anniversaire. Donc maintenant, on va aller voir François-Henri Benamias, le CEO de la maison, qui va nous expliquer l'esprit de la collection et certainement encore me chambrer pendant toute l'émission comme à son habitude. Donc là, moi, je les passe sur le grill et là, c'est moi qui vais passer sur le grill. Ça va décoiffer. Elle est bien, elle reviendra. On va la réinviter. Bon, allez, venez, on y va. Alors, vous avez vu une partie du musée, les nouveautés, magnifiques, et on finit évidemment en apothéose avec l'interview de François-Henri Benamias. Vous le connaissez tous puisqu'on a fait l'émission Black Panther avec lui. Là, il n'a encore rien dit, c'est l'émission de tous les dangers, je crains le pire. Bonjour Franck. Tu m'as l'air calme. T'es en forme? Ouais, je suis très en forme, moins que toi, moins bronzé que toi. Quelle est l'importance de la Royal Oak dans l'histoire de AP? C'est une révolution dans le monde de l'horlogerie parce qu'au moment où ça sort, les montres qui sont disponibles sur le marché, pour les grandes marques, c'est des montres sur des bracelets cuir, c'est des montres rondes, carrées, ovales, tout ce que tu veux, en métaux précieux. Et là, on se pointe quand même avec une montre en acier, avec un bracelet intégré, et qui est faite en fait pour aller tout faire avec, au même prix que la montre en or. En euros constants aujourd'hui, elle vaudrait 10 000 € déjà. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais t'es pas loin. On est parti du principe que 4 000 francs suisses en 1972, ça serait combien en 2022? Et on a regardé que c'est à peu près 12 à 13 000. Mais, si tu fais la même comparaison avec du dollar, on serait à 24 000. Donc ensuite, on s'est dit, ouais, en cote mal taillée, on serait à peu près à 20 000, qui est le prix de la Royal Oak actuelle. D'accord, très bien. Cette folie autour de la 50e anniversaire, est-ce que tu peux nous expliquer ce concept que j'ai trouvé malin de réserver une petite partie de la production à des gens qui n'avaient jamais acheté d'AP? Alors d'abord, il faut savoir que 2022 n'est pas une année à part dans ce sens-là. C'est une suite logique de tout ce qui se passe maintenant depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, on voit la valeur perçue de la marque augmenter, donc les demandes augmenter, et par la force des choses, il n'y a pas accès. On sait que nous avons des contraintes industrielles qui nous empêchent en fait de fabriquer des montres par dizaines de milliers. On va faire 50 000 montres cette année. Si on avait dit on doit en faire 75 000, ça ne marche pas, c'est pas possible. On est en train en ce moment d'investir sur des bâtiments, et c'est des sommes conséquentes, sur 3 sites différents. Un a déjà été inauguré, c'est Holoc, là où on fait les montres compliquées. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, pour construire ces bâtiments, c'est déjà 3, 4, 5 ans, et que quand ils seront prêts, on sera potentiellement capable de passer de 50 à un peu plus de 70 000 montres. Aller chercher 20 000 montres supplémentaires, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas une pénurie organisée, quoi. Absolument pas. Donc si on a 50 000 montres, il n'y a pas une seule montre fabriquée à la référence qu'on fabrique à plus de 1400 pièces. C'est-à-dire que même la montre la plus produite à la référence, c'est-à-dire avec un cadran, une couleur, c'est 1400 montres pour le monde. On a 120 points de vente, mais il était important pour les 50 ans de la Royal Oak de dire on va garder des montres pour des clients qui ne sont pas encore chez nous. Et on l'a fait. On prend la Jumbo acier. Cette montre-là, on en fait 1000 cette année. Si on garde 30% pour des nouveaux clients, ça fait 300. Mais si les 300, je les ramène maintenant au premier marché. Le marché américain, sur les 300, ils vont en avoir à peu près 40, réservés pour des clients nouveaux. Mais sur les 40, j'ai 15 points de vente. Oui, donc il y en a très peu par point de vente. Donc j'en ai un peu plus de 2 par point de vente. J'en ai entre 2 et 3 par point de vente en moyenne. C'est-à-dire que le quatrième client qui rentre dans la boutique en disant j'en veux une, bah, il va s'entendre dire mais il y a déjà plus. Mais il va dire mais c'est pas normal, on a dit qu'il y avait 30%. Mais c'est 30% de quoi est ramené à la boutique. Donc dans ce sens-là, c'est pas un jeu qu'on est en train de faire. On construit petit à petit, on fait ce qu'il faut. Mais je dois dire que... Tout le monde ne sera pas satisfait, c'est clair. Non, je vais même plus loin. Si demain je multipliais ces références et que j'en fasse 5000 de la Jumbo, plus personne ne voudrait. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Les gens ne voudraient pas si le produit était accessible quotidiennement. Tu penses que cette rareté de pouvoir se la procurer augmente le plaisir? Absolument. Et c'est ce qui fait qu'aussi on a vu de plus en plus de gens débarquer, non seulement chez Audemars Piguet, mais dans l'horlogerie. Donc beaucoup de clients affluent, les volumes sont limités, les prix montent. Et en tout cas, on ne se fait pas dire au téléphone quand on téléphone chez AP,
il faut avoir acheté plusieurs AP pour avoir le droit d'avoir une Jumbo. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des bêtises, parce qu'on fait des bêtises. On n'est pas tout le temps, il y a des fois l'accueil est génial, et des fois on se trompe. Ça fait partie de la vie. Vous voyez, ça c'est François, ça veut dire qu'il n'y a pas de langue de bois. Non, on est loin d'être parfait. Il y a encore 3-4 ans, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il y a des listes d'attente, il y a des gens qui veulent rentrer dans les boutiques pour accéder aux montres. On a même changé le système depuis le Covid, c'est que maintenant, dans plein de magasins, on prend rendez-vous avec le client. Pourquoi ? Pour lui donner le temps qu'il faut pour pouvoir échanger correctement. Avant, tu pouvais te retrouver avec 4 ou 5 clients dans la boutique, puis 5 clients qui attendent debout, et le service, il est nul. C'est pas comme ça qu'on travaille. Donc vous êtes loin d'être parfait, et toi, toi, tu es parfait de loin. Ça y est, il est reparti. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? C'est Quentin. Bah oui, c'est Quentin Fillon-Maillet. Je pose mes affaires, hein, je peux me permettre. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah Quentin, qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, puis il vient armé. T'as vu ça un peu? Regarde-moi ça. Quentin, on est ravis de t'avoir. Merci pour Sans l'invitation. me dire que pour moi, évidemment, tu te doutes que c'est un honneur, un plaisir. Racontez-moi tous les deux pourquoi tu es là et comment vous vous êtes rencontrés. Tu es collectionneur d'Audemars Piguet, raconte. En fait, c'est mon coach qui coach François aussi et qui m'a proposé une Parce que rencontre. lui, il a un coach. T'as vu le niveau quand même? Lui, il a un coach. Non, mais attends. Il a un coach et moi, je suis multimilliardaire. Ok, vas-y. Ah bah ouais, il faut s'inventer des choses certaines fois, mais Attention toi. Non, mais il a un coach pour coacher quoi? Attends. un coach business parce qu'il a un peu de mal. Alors là, c'est compliqué en ce moment. Mais... Tu vas pas t'y mettre toi? Ah, c'est bien, Quentin. Et Quentin, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Vous avez le même coach et vous vous êtes rencontrés comme ça. Bah, du coup, c'est Nicolas, le coach, qui a proposé qu'on se rencontre. Et puis François, il m'a dit, première chose qu'il m'a dit, parmi les premières, il m'a dit, ça fait 3 années que tu es 3e mondial. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas devenu premier? Super sympa. Puis tu as mis une claque et un coup de pompe en disant maintenant je veux que tu sois premier. Presque, ouais, c'est ça. Je Ouais. vois le genre. Donc du coup, il m'a proposé son aide justement à sa manière pour essayer d'atteindre le haut niveau. Et voilà le C'est vrai que résultat. pour ouvrir des portes, pousser des murs et dépasser et envoyer, t'es pas le plus mauvais. On va te raconter un truc. Non, Là. il est quand même passé de 500 millions à 1,5 milliard en 10 ans, c'est ça? Oui chef. Voilà. Quand mon coach, qui est son coach, dit je t'amène Quentin, on va s'entraîner ensemble. Je dis tu rigoles ou quoi? Je marche, moi je cours pas. L'autre il galope, ça va être impossible. Et puis je dis effectivement, notre 3e place mondiale depuis 3 ans, comment on fait pour passer à la première? Il me dit sur la partie ski, j'ai pas vraiment de problème. Sur la partie tir, je peux améliorer. Est-ce que tu as déjà été confronté à des gens qui tirent aussi, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais qui pourraient t'apprendre des choses? Il dit, je parle de quoi? Je dis, je parle des gens du GIGN. C'est les pros de la gestion du stress. Donc, de là a découlé pas forcément des performances accrues sur le tir, mais aussi sur la partie ski. Donc la respiration, le lâcher, la visée. Voilà, on parle des points techniques, mais ça a été le plus gros des conseils, en fait, ça a été sur la gestion des émotions, du stress avant, pendant et après les courses. Et donc c'est ça qui a fait le déclic entre une médaille de bronze sur les championnats du monde, elle s'est transformée en médaille d'or. C'est pas un déclic. Ça veut dire que tu es passé du pied du podium à légende mondiale. Fais gaffe, parce que quand il fait comme ça, en général, il demande de l'argent derrière. À chaque fois qu'il va te faire un compliment, il va te demander un petit peu d'argent. Lui, je ne lui demanderai pas d'argent. Que de l'or. Parce qu'en plus, il a un humour qui va chercher un peu loin de temps en temps, tu vois. Le mec s'entraîne. Ouais. Bon. Et donc, si j'ai bien compris, tu as 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 2 Audemars Piguet en or et 3 en argent. Mais il n'y a pas Il n'y a pas d'argent. Non, mais il y a des métaux blancs. Mais en fait, parce que le deal qu'on avait, c'est je lui ai dit, tu ramènes une médaille d'or, tu as une montre. Mais on n'a pas dit, c'est 5 médailles, c'est 5 montres. Ouais. Tu te calmes. D'accord? Parce que lui, tu t'es dit, il passe la ligne d'arrivée. Après la première médaille, individuelle bien évidemment, interview, il fait un petit commentaire. Moi, il fait, en fait, François, tu n'oublieras pas la montre. Hein. Ah, c'est bon. En direct sur France Télé. Hein, Ah après. bon, ah, c'est bien. Et du coup, maintenant, Il vient chercher sa montre. oui, mais laquelle? Il va découvrir demain, tu sais pourquoi? Ce qu'il faut savoir sur Quentin, c'est que c'est un personnage extraordinaire dans son sport, mais aussi en dehors de son sport. On a quand même beaucoup de gens ici qui sont frontaliers. Pendant les Jeux Olympiques, quand il a fait l'annonce, les gens se sont dit, mais en fait, il parle de François, donc c'est notre boss, donc il y a un truc, donc on veut voir Quentin. Et demain, il y a la remise officielle de la montre devant les collaborateurs. Parce qu'ils ont la fierté, en fait, d'avoir un personnage comme Quentin, Oui. avec ses médailles, et qui va porter maintenant Audemars Piguet. Et puis tu apportes une puissance, une image qui font que les gens ils vont se défoncer, quoi. Alors ce qui est intéressant, puisqu'on est dans l'horlogerie quand même, parce que là tu nous as fait déraper dans l'émission, quel est le rapport au temps dans le biathlon? Seul juge de paix dans le biathlon, c'est le temps. Et moi aujourd'hui, j'utilise une montre digitale qui
avec un capteur altimètre, GPS et tout un tas d'autres capteurs cardiaques aussi, qui permettent d'analyser derrière mes séances. Toutes ces données, on va les analyser justement pour peaufiner encore la préparation, analyser les courses. Mais il n'y a que le temps qui compte quand tu as toutes les cibles. Si tu loupes une cible, ça te décompte du temps ou comment ça s'organise? C'est une pénalité, un anneau de pénalité de 150 mètres qui est rajouté. Et donc ça prend entre 20 et 25 secondes l'anneau de pénalité. Et alors attends, parce que là, il y a un truc qu'il faut qu'on raconte. Une des courses de cette année, il démarre quand même sur la course où, sur le premier passage, il rate 2 cibles. Donc 2 cibles, il prend entre 40 et 50 secondes dans la tête. Et cette année, il gagne la course. Tu sais ce que j'aime avec ce mec, c'est que c'est un mec de passion, c'est un mec de rencontre, et je ne m'étonne pas que votre rencontre ait fait naître quelque chose et que tu aies puisé un peu de son énergie, qui parfois nous emmerde tous parce qu'il est tout le temps en train de nous pousser. Il m'est arrivé aussi parfois de douter sur des projets, etc. Et souvent, je lui dis c'est de la merde, laisse tomber, oui, vas-y, fonce. Et là, la Coupe du Monde, quel est l'objectif? Ça en est où? Quelle est ta prochaine grande compétition? Globe de cristal qui est ici, là, qui récompense le meilleur biathlète de la saison. Et l'objectif, c'est de gagner les prochains, en fait. On va finir sur une... Parce que t'es arrivé, il n'a pas répondu à une question, évidemment. C'est quoi la montre que t'as au poignet? C'est la Black Panther, le monde des super-héros. Et le prochain super-héros de Marvel Mais tu vas t'arrêter, toi, avec ce genre de questions. Je te dis que je te répondrai pas. Il faut aller forcer le coffre-fort d'Audemars Piguet pour avoir l'info, je pense. Mais tu parles mal de la bouche, toi aussi. J'arrive pas à le savoir et je travaille tout le monde au couteau, personne ne me le dit. En tout cas, il y a une chose qui me fait plaisir, et moi je l'annonce officiellement, puisque tu m'as dit toquer du tic-tac. Oui. Donc ça veut dire, je suppose, t'es abonné à ma chaîne. Ah oui, oui. Ah ouais. Non, mais je regarde, j'aime beaucoup. Eh, vous avez vu? Alors écoutez bien, on va finir l'émission comme ça, parce que je trouve ça vraiment très sympa. T'es abonné à ma chaîne? Non. Voilà. C'est comme ça que se termine l'émission. Lâchez un pouce bleu. Avec une bâche énorme de ce mec, censé être un ami, qui n'est même pas abonné à mon émission. Bon allez, et n'oubliez pas, hein, sa Black Panther, quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte, 2 fois par jour. À tout à l'heure. Infernal.